Si je te dis être riche, peut-être que tu vas avoir à l'esprit les Lamborghini, les yachts, etc. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, sur Internet, c'est ce qui est montré. Dans toutes les chaînes qui parlent de business, etc. On montre les Rolex, on montre les Lamborghini, etc. Et on véhicule l'idée que c'est ça la richesse. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que selon moi, c'est pas ça la richesse. Et c'est ce que je vais essayer de montrer par mon concept des 4 niveaux de richesse. Et ce sont des repères clés pour savoir où on en est dans sa vie financière par rapport à ses besoins. Moi, je me suis surpris à finalement être dans un niveau qui était plus élevé que ce que je pensais. À l'issue de cet échange, Audrey, tu sauras où tu te situes dans les niveaux de richesse et je pense que chacun peut l'appliquer à soi-même. Quelles sont les caractéristiques principales du niveau 0? Le niveau 0, c'est t'épargnes pas encore 50% de ce que tu gagnes. Tu l'investis pas. Ça dépend pas de combien tu gagnes, mais un petit peu quand même. Si tu gagnes le SMIC, ça va être difficile d'investir 50% de ce que tu gagnes. Le premier niveau, c'est d'investir 50% de ses revenus et que les autres 50% sont investis soit dans des actifs, soit dans son éducation, dans de la formation, etc. Ensuite, deuxième niveau, son train de vie, c'est 1/3 de ses revenus. Troisième niveau, c'est que on dépense via ses revenus d'activité maximum 1% de son patrimoine par mois. Donc si on a un patrimoine par exemple d'1 million, ça veut dire qu'on dépense maximum 10 000 euros par mois. Il faut que ces dépenses soient couvertes entièrement par ses revenus et pas par le patrimoine. Et le dernier niveau, c'est la même chose mais 0,5% qui doivent être couvertes par les revenus du travail. Donc ces chiffres-là, ils sont basés sur ton expérience. Aussi, c'est des observations que tu as pu faire chez d'autres personnes. Ça correspond à certains déclics émotionnels. D'atteindre ces niveaux, ça crée un sentiment de liberté, de sécurité qui est assez extrême à chaque fois. En tout cas, chez moi et chez d'autres personnes aussi. C'est plus qu'un sentiment parce que finalement, c'est quand même des chiffres derrière, donc ça peut être relativement rationnel. Est-ce que ça correspond à des craintes, des besoins? La crainte déjà, c'est quand tu es entrepreneur ou même salarié, que tu atteins une position qui te permet de générer pas mal d'argent. T'es pas sûr que tu es capable toute ta vie de maintenir ce niveau-là. Et même si avec le temps tu capitalises sur ton expérience, tu capitalises sur tes connaissances, tout ce que tu as construit. Et quand tu es salarié, tu montes des échelons, etc. Tu as de l'expérience, tu comprends mieux le secteur dans lequel tu évolues, etc. Tu stacks quelque chose, tu vois. Tu as toujours le risque de déclassement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tes besoins sont relativement élevés et que tu n'as rien de côté, que tu dépenses tout, tu te retrouves dans le caniveau après, quoi. C'est-à-dire que tu dois réduire tes dépenses. Et là, c'est une question émotionnelle à se poser soi-même. Est-ce qu'on est vraiment prêt soi-même au déclassement? Parce qu'il y a la tendance psychologique à s'habituer finalement à ces dépenses. Quand on commence à dépenser, allez au pif, 5 000 euros par mois, si tu dépenses par mois, tous les mois 5 000 euros, tu t'habitues à ce niveau de vie et après, la plupart des gens ont du mal à redescendre. C'est un principe psychologique humain, c'est l'aversion à la perte. On craint plus ce qu'on peut perdre que de ne pas avoir quelque chose qu'on peut gagner. Moi j'appelle ça le test du casino. Tu peux miser 100 balles, t'as une chance sur deux, soit tu perds tout, soit tu fais 200. Les gens ont plus peur de perdre leurs 100 euros que de ne pas gagner les 200. Tu dis que tu dépenses 10 000 et que tu pourrais vivre avec 2 000. Est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Quand tu le vis, c'est autre chose. Et donc la question, c'est de se poser la question à quel point on est sensible à l'aversion à la perte, au déclassement. Un signe pour reconnaître l'aversion à la perte, eh bien, c'est l'épargne. Donc, plus tu fais d'épargne, plus tu montres une crainte de perdre. Et peut-être pas. Et c'est ça le truc. À la fois, peut-être que celui qui harpagon a plus de crainte, mais en même temps, il en a une conscience, il a une conscience de sa propre crainte, mais peut-être qu'il exagère, tu vois, sur le spectre d'évaluer où est sa crainte par rapport à la réalité. Donc, il y a quand même peut-être de la conscience. Parce qu'en fait, ma question était motivée par ça. C'est, quels conseils on pourrait donner pour arriver à reconnaître, à identifier dans son propre fonctionnement l'aversion à la perte. Donc, je me suis dit, tiens, apparemment, l'épargne, ça a l'air de coller. L'aversion à la perte, on la connaît que quand on perd quelque chose. C'est comme l'investissement. Quand tu dis oui, prendre des risques, machin, etc. Tout le monde est prêt à prendre des risques. Après, quand t'as tes sous en jeu, que tout fait moins 50%, les gens surestiment largement leur aversion à la perte. Ils te disent qu'ils sont prêts à faire moins 40%, il n'y a pas de souci. En fait, dans la réalité, à moins 15%, ils commencent déjà à... ça commence à perdre de l'argent, etc. Et à moins 30, ils ont tout bazardé en se disant oh, ça y est, je suis tranquille. J'ai une autre façon, moi, de reconnaître l'aversion à la perte, je vais te la proposer. Par exemple, tu donnes une somme d'argent conséquente, avec le principe général que quand on prête de l'argent à quelqu'un, il est supposé le rendre. Et puis, au moment où tu donnes l'argent, tu te dis,
cet argent-là, je vais jamais le revoir, même si la personne s'engage à le rendre. Et là, je pense que déjà, on se rapproche un peu plus de la possibilité, la capacité d'identifier l'aversion à la perte. C'est un outil, surtout si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu sais que y a des chances que ça arrive. Exactement. Donc même avec quelqu'un qui a plus de confiance, et ben quand même te dire, en fait, je le donne, je le prête pas, mais je le donne. Et là, quand tu investis de l'argent, par exemple, sur les marchés, tu dois être prêt à perdre cet argent. Parce que si tu en as besoin, psychologiquement, tu vas justement être encore plus affecté par l'aversion à la perte, quoi. La meilleure expérience, c'est de faire l'expérience du déclassement. Si tu gagnes 5000, tu dépenses 5000, paf, l'année d'après, paf, tu retombes à 2005. Mais il faut le faire dans les frais fixes plutôt que des dépenses qui sont occasionnelles. Déjà, c'est un peu factice, puisque tu as quand même les revenus qui sont derrière, donc entre guillemets, tu t'inquiètes pas forcément. Mais en effet, si tu coupes dans les frais fixes, là déjà, la restriction est un peu plus sévère, plus rigoureuse. Tu expérimentes plus le sentiment d'être serré, quoi, de serrer la ceinture. Si tu as des proches qui embarquent dans le même paquebot, forcément, l'aversion à la perte est beaucoup plus importante puisque tu vas affecter d'autres personnes. Donc déjà rien qu'avec le test, tu vois, on voit déjà que quand il y a des proches qui sont dans la balance, finalement l'aversion à la perte en général est beaucoup plus importante. Mais il faut faire le test. En Roumanie, on peut pas cacher les chiffres de sa boîte. Ils sont totalement publics, alors qu'en France, on peut demander l'option pour les cacher quand on est en dessous de, je crois, 50 salariés, je sais plus combien de chiffres d'affaires. Mais en Roumanie, c'est pas le cas, donc vous pouvez voir les chiffres de ma boîte. Donc les chiffres vraiment bons, c'est à partir de 2021. Donc chiffre d'affaires, bénéfice net, et après, c'est des données sur le bilan. Donc le compte de résultat, c'est le chiffre d'affaires et le bénéfice. On voit que en 2021, j'ai fait 161 000 de chiffre d'affaires pour 90 000 net. Le niveau 1, t'épargnes 50%, donc 45 000, et tu vis avec 45 000 et tu investis dans des actifs les autres 45 000. Je réagis vraiment comme une Française. Le système d'épargne, en tout cas en France, c'est sacré. Les gens épargnent mais n'investissent pas tellement. Ouais, ça n'a aucun intérêt. L'épargne sans investissement, c'est vraiment juste la peur. Alors que là, on parle de niveau de richesse. Si tu épargnes de l'argent mais que tu ne l'investis jamais, ça sert à rien, autant le claquer en fait. Les statistiques en France, il y a des statistiques du taux d'épargne. Par exemple, aux US, je crois qu'il est en dessous de 5%. Les gens épargnent moins de 5% de ce qu'ils gagnent. Et en France, le taux, il est entre 20 et 25%. On dit que les Français épargnent beaucoup comparativement aux autres pays, mais tu vois, ne serait-ce que par rapport à ma classification, tu es toujours dans le niveau 0 en fait. Et les Français, ils investissent à combien par exemple ? C'est très très peu. C'est très très peu. C'est soit sur des livrets, soit c'est dans la résidence principale. C'est quand même du patrimoine. Il faut quand même le prendre en compte. Je considère que c'est de l'investissement. Pour moi, ça l'est. Les gourous du net te disent non, voilà, c'est pas un investissement, etc. C'est mieux de faire du locatif. Ce que les gens oublient, c'est que quand t'es propriétaire, t'as pas à te gérer toi-même comme locataire. T'as pas la relation, le coût émotionnel de devoir parler à des gens, etc. Alors là, je parle comme un introverti, mais quand même, personne n'est agréable d'envoyer les quittances de loyer, de vérifier que c'est payé, etc. Les gens prennent pas en compte le coût de la gestion locative quand ils font des investissements. Après, c'est assez différent quand t'es salarié, quand t'es entrepreneur. Quand t'es salarié, t'as besoin d'un fonds d'urgence pour couvrir des imprévus, etc. Mais pour les entrepreneurs, je pense que le concept est surcoté parce que quand t'es entrepreneur, en fait, ça sert à rien d'avoir de l'argent à titre personnel. Vaut mieux avoir trop de trésorerie sur l'entreprise qu'à titre perso, quoi. Niveau 2, là, ça commence à devenir un peu plus exigeant. Il y a 1/3, c'est pour maintenant, 2/3, c'est pour le futur. Oui, là, on commence à être un peu sérieux par rapport aux questions d'argent, quoi. Plus tu es dans les niveaux bas et plus tu es dans l'inertie de la boule de neige. La boule de neige, quand tu commences à la constituer, elle met énormément de temps. C'est très laborieux, tu vois. Plus dans les niveaux bas, plus tu vas mettre du temps finalement à atteindre des niveaux de liberté qui pleinement te sécurisent quoi qu'il arrive dans le futur en fait. Plus on est dans les niveaux bas, plus il faut chercher à la fois à gagner plus et à réduire ses dépenses. Et il faut évaluer finalement quel levier on a qui est plus efficace, tu vois. Plus t'es haut et plus tu vas avoir de la croissance. De la croissance, entre guillemets, sans rien faire via les investissements. C'est déconnecté de sa capacité entrepreneuriale à générer plus d'argent, tu vois. En tout cas, moi, ma philosophie, je m'adresse plutôt à des gens qui entreprennent. C'est que c'est important de développer son entreprise pour gagner un maximum, mais c'est aussi important de pas augmenter trop vite son niveau de vie et du coup de s'astreindre à savoir dans quel niveau de richesse on est. Aujourd'hui, je suis au niveau 1, je gagne 30 000 et je dépense 15 000, ok. En ayant cette prise de conscience, je me maintiens, tu vois, à 15 000 de dépenses. Je vais chercher à générer de la croissance. Et voilà, quand tu gagnes 50 000, tu as toujours tes 15 000. Ah, ça y est, je suis au niveau 2, tu vois. Dans l'échelle de les quatre niveaux,
sur l'échelle de la richesse là. Il y a vraiment le passage j'ai rien. Ma seule force dans la richesse, c'est la proportion de ce que j'investis par rapport à ce que je dépense. Donc tu vois, quand t'as rien, voilà, s'astreindre à dépenser un tiers de ses revenus, d'atteindre le niveau 2, c'est le maximum que tu puisses faire. Moi, tu vois, je viens de toucher le niveau 3. Aujourd'hui, 300 000 € de patrimoine net et je dépense avant les taxes 3 000 € par mois.